Docteur Bourris, on a vu qu'Henri Tachvel était un des pionniers du genre de recherche de la psychologie sociale, particulièrement sur la psychologie des groupes. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'Henri Tachvel a réussi à prouver avec ses travaux? Alors, Henri Tachvel, dans ses études-là originales, a réussi à démontrer que la catégorisation eux-nous, tout simplement, et aussi l'identification à son propre groupe est suffisante pour créer un effet de discrimination en faveur de notre propre groupe et contre l'autre groupe. Donc, avec des manipulations très simples, il a démontré donc, que c'était possible de discriminer d'une façon vraiment facile. Et donc, c'était comme une leçon. Puis là, il s'agissait de comprendre pourquoi ce phénomène-là pouvait s'enclencher d'une façon aussi immédiate et naturelle. Mais, bien pour préciser, là, ce que vous nous décrivez comme phénomène, c'est à partir d'une séparation entre des groupes sans vraiment donner d'avantage à un ou à l'autre. Il s'agit, autrement dit, qu'on sépare un groupe en deux pour qu'il y ait une identification qui se produise, c'est ça? Bien, ce qui arrive, c'est que la catégorisation, que ce soit basée sur une couleur bleue, une couleur rouge, c'est suffisant. Mais il faut quand même aussi que la personne s'identifie à cette couleur-là ou à ce groupe-là. Une fois que l'identification est enclenchée, là, il y a le phénomène le favoritisme pro en deux groupes, en d'autres mots, le favoritisme en faveur de son propre groupe par rapport à l'autre groupe. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que les personnes qui s'identifient à un groupe veulent essentiellement que leur groupe gagne, qu'ils se comparent favorablement face à un autre groupe. Puis dans les situations que Tachvel avait montées, la seule façon de démontrer son avantage par rapport à l'autre groupe, c'était de donner plus d'argent ou de bonbons aux membres de notre propre groupe par rapport aux membres de l'autre groupe. Et ça, c'était suffisant, donc, suite à cette catégorisation-là et cette identification. Donc, c'est un phénomène qui semble être assez fondamental, d'où l'importance, naturellement, de travailler sur ce phénomène-là pour le contrer dans la vie réelle. Cette catégorisation-là fait non seulement en sorte qu'on va avoir comme idée que notre groupe est meilleur que l'autre, qu'on va évaluer les caractéristiques de notre groupe comme étant plus favorables ou plus bonnes que celles de l'autre groupe. Et en plus, on va agir là-dessus en donnant plus de ressources aux membres de notre propre groupe qu'aux membres de l'autre groupe. Donc, avec ce phénomène-là, qu'on comprend un peu mieux maintenant, on est peut-être en mesure de mieux intervenir pour essayer de le contrer, puisqu'on doit assumer que ce phénomène-là est assez fondamental chez l'être humain. Mais pourquoi est-ce qu'on recherche si ardemment à appartenir à un groupe et non pas à un autre, par exemple? Bien, ça, l'appartenance à un groupe, c'est souvent pas de notre essor, puisque on n'a pas choisi le groupe auquel on appartient dans le sens qu'on est soit homme, enfant, soit garçon, fille, blanc, noir, francophone, anglophone. Donc, par le hasard de notre naissance, on se retrouve à être membre d'un groupe qu'on appelle plus naturel, tout simplement. Et là, on doit composer avec ça. Si on s'adonne à être membre d'un groupe qui est avantagé dans la société, bien là, on va déjà bénéficier de cet avantage-là, presque par défaut. Par contre, et on ne voudra pas le perdre. Oui, et là, à ce moment-là, on va vouloir, dans la mesure où on s'identifie à ce groupe-là, on va vouloir garder cette position-là avantagée. Et si on a la malchance d'être né dans un groupe qui est désavantagé ou dévalorisé dans une société donnée, bien là, on doit vivre avec les désavantages d'être un groupe dévalorisé ou méprisé par une majorité dominante. Donc, on doit composer avec ce hasard-là de la vie. Et là, chaque individu peut être assez différent dans la façon qu'ils vont gérer soit cet avantage-là ou ce désavantage. Et ça, c'est un des grands défis pour l'individu, mais aussi pour la société, pour justement mieux égaliser les chances pour éventuellement arriver à un résultat qui va un peu devancer ou contrer les avantages ou les désavantages pour équilibrer un petit peu plus le sort des individus dans une société. Je reviens par contre aux expériences comme celle de M. Tachvel et les autres qu'on a vues au cours de l'émission. Si je comprends bien, même lorsque c'est basé sur des critères
totalement arbitraires, qui n'ont aucun sens, comme la couleur des yeux ou la grandeur, même à ce moment-là, il y a une appartenance automatique qui se crée. Pourquoi? OK. Donc, ça peut être, dans les études de Jane Elliott, c'était à partir des yeux bleus ou des yeux bruns, ou la taille, grand, petit. Chez Tachefeld, on est allé plus loin. D'ailleurs, ces études-là avaient été faites avant. On demandait tout simplement aux jeunes de faire un pile ou face. Puis on leur disait, si c'est face, tu es dans le groupe B. Si c'est pile, tu es dans le groupe C. Donc là, les enfants voyaient que leur appartenance était complètement arbitraire. Et malgré cette situation-là un peu farfelue, kafkaesque, les jeunes, ceux qui s'identifient à ces groupes-là, agissent donc pour valoriser leur groupe par rapport à l'autre groupe. Qu'est-ce que ça dit sur la nature humaine, ça? Bien, ça dit tout simplement qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient. Il y a des gens qui disent que c'est depuis les primates qu'on a ce comportement-là, qui est un peu un comportement de tribu ou de clan. Tout simplement parce que dans la nuit des temps, les humains avaient à se défendre entre eux. Et quand ils étaient dans des clans, bien l'avantage, c'était de s'identifier et d'être loyal à ce clan-là face à des menaces qui venaient soit des prédateurs ou des autres clans rivaux pour aller chercher un territoire ou une façon de survivre dans un environnement. Alors, il y a des gens qui disent que ça part de là. Et il y a donc des raisons, on pourrait dire, pécuniaires ou même stratégiques à vouloir que notre propre groupe soit avantagé par rapport à un autre. Ça vient de loin, autrement dit. Je crois potentiellement, là, c'est pas certain, mais... C'est ça, on croit que ça vient de pas mal loin, cette tendance-là. Et c'est la raison pour laquelle les politiciens, par exemple, dans l'histoire qu'on connaît, utilisent souvent ce genre de mécanisme-là d'identification et de loyauté envers notre propre groupe pour faire en sorte que les gens vont pas aimer un autre groupe. Alors souvent, on va dire, bien, l'autre groupe te menace, tu devrais le mépriser et en même temps, ça augmente la loyauté des membres de ton propre groupe. Et les politiciens savent que ce genre de truc-là, de menace face à un autre groupe, marche à tout coup. Parce que je crois qu'ils comprennent que l'identification à notre propre groupe est tellement fondamentale que si on dit « votre groupe est menacé », tout de suite, il va y avoir une crispation en faveur de notre propre groupe contre l'autre groupe qui est perçu comme étant une menace à notre propre groupe. Donc, je crois que le fait qu'il y a tellement de politiciens qui ont utilisé ça, soit par le nationalisme, ou il y a toutes sortes de politiques qu'on utilise, pour aller chercher ce sentiment d'identification et de loyauté envers notre propre groupe. Comme ça marche bien, bien, il y a des politiciens qui font leur beurre avec ça. C'est une valeur sûre, en fait, de la nature humaine. Hélas, oui, hélas. Ça ne nous empêche pas, donc, d'aller au-delà de cela. C'est simplement qu'il faut avoir l'humilité de comprendre que c'est peut-être quelque chose de fondamental. Et quand on le comprend mieux, bien, on peut mieux le contrer par des mesures sociales et d'apprentissage social pour aller au-delà de ces tendances-là qui sont, hélas, un peu difficiles pour l'harmonie des relations entre les groupes. Docteur Bourris, à quel moment dans l'évolution d'un être humain est-ce que l'instinct d'appartenance à un groupe et d'identification à un groupe se manifeste? Alors, on pense que ce genre d'identification-là à un groupe, quel qu'il soit, ça commence assez jeune, à 5 ans, c'est déjà assez bien enclenché. Et il y a des périodes où les enfants, en fait, aiment beaucoup s'identifier à une catégorie quelconque, que ce soit garçon par rapport à fille, que ce soit blanc ou noir, francophone, anglophone. Donc, les enfants très jeunes, de 5 à 10 ans, ils aiment bien s'accrocher sur ce genre d'appartenance de groupe. Et ça leur fait du bien de sentir qu'ils font partie de quelque chose. Ensuite, quand le développement cognitif évolue, là, l'enfant commence à comprendre un peu le point de vue de l'autre, à la fois de l'autre individu, mais aussi le point de vue d'un membre d'un autre groupe. Et là, l'enfant vient à mieux voir les choses d'une façon un peu plus complexe. Alors, à partir de 10, 12, 13, 14 ans, là, il y a un développement cognitif qui fait en sorte que l'enfant est un peu plus nuancé.
Mais dans la période de 5 à 9, 10 ans, l'enfant n'est pas tellement nuancé dans ses appartenances et ses loyautés à ses propres groupes. Donc, à ce moment-là, ils sont très susceptibles d'être influencés par le contexte social et ils ont déjà cette tendance-là fondamentale de s'identifier de toute façon. Mais est-ce qu'on peut dire donc que ce qu'ils apprennent à ces âges-là, même s'ils vont évoluer plus tard et devenir adolescents et tout ça, mais ce qu'ils apprennent à ces âges-là est crucial parce qu'ils risquent peut-être de former leur, en termes de préjugés, là, de former ce qu'ils vont penser en tant qu'adultes? Bien, comme de 5 à 10 ans, les enfants sont très susceptibles de s'identifier comme ça à des groupes, c'est très important justement de faire attention à ce phénomène-là. Et si à la fois l'école, la famille et le contexte social encouragent ce genre d'identification-là à un ou deux groupes considérés comme valorisés par rapport à des groupes dévalorisés, là, on peut vraiment enchasser, ancrer ce genre d'identification-là pour très longtemps. Par contre, on peut aussi utiliser le développement cognitif de l'enfant à partir de 10, 11, 12 ans pour justement le nuancer par rapport à ses appartenances de groupe. Donc, on peut sentir qu'on est québécois, mais qu'on a aussi des appartenances multiples. On est aussi garçon, on est fille, on peut être canadien, on peut être nord-américain, on peut être québécois, on peut être bien des choses en même temps. Alors, en relativisant les appartenances multiples, on peut neutraliser un peu l'effet fondamental de toujours faire une catégorie eux, nous. Et là, tous les effets pervers de cette catégorisation-là peuvent se manifester d'une façon très négative à long terme. Donc, ce qu'on fait de ce phénomène-là fondamental dans une société, dans une classe sociale ou dans une école, là, ça différencie les différentes sociétés qui jouent plus ou moins là-dessus. C'est là qu'on voit si les sociétés sont plus évoluées que d'autres, finalement, à certains niveaux. Là. Oui, ou selon les enjeux politiques d'une société, il y en a qui vont accentuer ce genre de phénomène-là de loyauté, identification, puis il y en a d'autres qui vont tenter de l'aménager pour en diminuer les effets néfastes. D'accord. Merci beaucoup.